Quel est le meilleur pays au monde selon toi, ou quel est le meilleur pays dans lequel tu as voyagé? Quel est le pays qui t'a coûté le plus cher côté finance? C'est vraiment très fatigant. Bonjour, j'espère que vous allez bien, c'est un grand plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour une FAQ. Alors il y a quelques jours, j'ai mis un petit message sur mes différents réseaux sociaux, donc si vous aviez une question à me poser, une question d'ordre général, que ce soit sur mes voyages, que ce soit sur l'organisation de mes voyages, sur mes derniers voyages, sur mon matériel que j'utilise, voilà un petit peu mon parcours de vie, etc. Vous avez été nombreux à m'en poser et je vous en remercie. Déjà, juste très rapidement, petit message avant que la vidéo ne commence. Premièrement, si je n'ai pas sélectionné votre question, ne vous fâchez pas, ne vous vexez pas, ne m'en veuillez pas. J'ai vraiment essayé de sélectionner, bien évidemment, les questions qui revenaient le plus. Et donc, du coup, forcément, il y a des questions qui sont revenues en 3, 4, 5, 6, 7 fois et j'en ai pris qu'une seule. Logiquement, donc si c'est pas la vôtre, ne m'en veuillez pas. Et puis, il y a des questions aussi que j'ai déjà répondu dans des précédentes FAQ. Je me suis dit que ce serait un petit peu redondant d'y répondre encore une fois, notamment toutes les questions qu'on m'a posées par rapport à mes 2 voyages en Algérie. Justement, j'avais fait une FAQ spéciale questions sur l'Algérie que vous pouvez retrouver dans la barre de description. J'avais fait une vidéo débrief aussi sur l'Algérie. J'avais fait une vidéo spéciale pour le visa, comment obtenir le visa, parce qu'on m'avait posé beaucoup de questions sur le visa en Algérie et tout ça c'est dans la barre de description. Donc les questions concernant l'Algérie, je les ai pas sélectionnées, ne m'en veuillez pas, sauf une, c'est est-ce que je vais revenir en Algérie pour une 3e saison, et ça je vous en parlerai dans cette vidéo. Et il y a plein d'autres questions aussi, notamment par exemple sur mes voyages en Turquie, etc., que j'ai pas sélectionné parce que j'ai fait des vidéos débrief, bilan budget, combien ça coûte pour voyager en Turquie. Allez les voir, c'est dans la barre de description. Je fais toujours des petites vidéos débrief comme ça de chaque voyage où je réponds à plein de questions, et j'avais fait aussi des FAQ d'ordre général. Vous m'avez posé des questions, Ben, est-ce que t'es déjà tombé malade en voyage à cause de la street food? Alors j'y avais déjà répondu, pareil, barre de description, vous pouvez retrouver toutes les anciennes FAQ, sauf qu'il y a des questions auxquelles je vais répondre de nouveau aujourd'hui pour la simple et bonne raison que depuis ma dernière FAQ, il y a à peu près 3 ans, je me souviens, c'était durant la pandémie, il y a des choses qui ont changé, il y a des choses qui ont évolué, c'est normal, et c'est pour ça qu'on va y répondre tout de suite. Alors pas de blabla, pas de chichi, on passe tout de suite au vif du sujet et on va répondre à la première question de l'ami Fin qui me dit: Salam alaikum, les indispensables pour voyager, comment fais-tu pour voyager avec un petit sac? Alors, il faut savoir que j'ai écrit un e-book qui est 100% gratuit, que tu peux retrouver aussi dans la barre de description, qui s'appelle le kit ultime de l'aventurier, où j'explique justement comment je fais pour voyager de manière minimaliste avec le strict minimum. Il faut savoir que c'est pas un truc qui est venu comme ça du jour au lendemain. Je me suis pas réveillé un matin en me disant cool, je vais partir en voyage, je vais prendre seulement 3 t-shirts, 3 slips, 3 paires de chaussettes et je vais partir vraiment avec le strict minimum. Non, ça fait plus de 10 ans que je voyage maintenant. Mes premiers voyages, c'était avec des gros sacs, c'était même pas avec des sacs à dos, c'était avec des gros sacs à roulettes, je me souviens, et je prenais tout le temps plein de trucs et je me rendais compte sur place que ça me servait à rien. J'avais 3 pulls, 3 jeans, je me disais mais pourquoi en avoir autant? Et en fait, petit à petit, avec les années, j'ai commencé à réduire en fait drastiquement ce que je prenais pour mes voyages. Donc je passais de 3 jeans à 2 jeans, et puis de 2 jeans à 1 jean, et puis de 7 caleçons à 6 caleçons, et puis de 6 caleçons à 5 caleçons, et voilà. Et j'en ai fait un e-book qui est 100% gratuit que vous pouvez retrouver dans la barre de description. Alors il me semble qu'à l'heure actuelle le lien ne fonctionne pas, mais je vais essayer de le rétablir là d'ici quelques jours pour que vous puissiez le retélécharger gratuitement. Il n'y a vraiment aucune contrepartie, et d'ailleurs si vous l'avez apprécié, n'hésitez pas à me faire un retour dans les commentaires, parce que je sais qu'il y en a pas mal parmi vous qui l'ont téléchargé. J'ai déjà eu notamment des retours sur Insta et je vous en remercie, mais si vous voulez faire des petits retours en commentaire, n'hésitez pas, c'est fait pour ça. Ensuite, on a Chanel qui nous dit: comment tu fais pour laver le linge quand tu pars en voyage? Très bonne question, au même titre en fait que toutes les questions que j'ai sélectionnées, qui sont très bonnes, et je vous en remercie encore une fois. Il faut savoir qu'en voyage, il y a plusieurs manières de laver son linge. La première, c'est d'aller en fait dans une laverie. Donc par exemple, lorsque j'étais à New York ou bien quand je vivais en Australie, j'allais en fait dans des laveries avec mon
mon linge sale. Et puis je mettais ça dans une machine, j'achetais une pastille à l'unité. Souvent ça se vend dans les laveries, il y a des personnes qui sont là, vous pouvez leur acheter une pastille à l'unité, sinon vous achetez un petit peu de poudre dans un supermarché, voilà. Puis vous faites votre petite lessive. Et puis après, il y a même des sèche-linges, c'est-à-dire que vous n'êtes pas obligé forcément de sécher votre linge dehors, vous pouvez mettre très bien votre linge dans un sèche-linge. Après, autrement, dans des pays comme par exemple en Asie du Sud-Est ou en Amérique latine, il y a aussi des laveries, mais l'avantage, c'est que c'est pas vous en fait qui faites le job, c'est-à-dire que vous déposez ça à une personne et en fait, ce sera au poids. Donc par exemple, je vais dire une bêtise, mais ça coûte 1 euro le kilo. Et donc si vous voulez laver 3 kilos d'affaires, bah ça vous coûtera 3 euros. Donc notamment en Thaïlande, au Laos, ou même quand j'étais en Colombie, etc. Et bah j'allais déposer mes affaires à ces personnes qui me les lavaient et je les récupérais toutes propres. Et ça, c'était vraiment très très cool. Alors justement, comment trouver ces laveries dans les pays quand vous voyagez? Parce que vous arrivez dans un endroit, vous savez pas toujours forcément où sont les bons spots, où sont les laveries, etc. Bah c'est pas difficile. Ou vous les repérez en marchant, des fois. Voilà, vous faites un petit peu le tour comme ça de votre hébergement. Si vous êtes en auberge de jeunesse ou en hôtel, peu importe, vous faites juste le tour. Ou bien vous demandez directement à l'accueil de votre auberge de jeunesse ou de votre hôtel s'il y a une laverie quelque part. Ou même des fois dans les hôtels, il y a des services de laverie. Vous pouvez très très bien demander à l'accueil de votre hôtel s'il peut vous laver votre linge. Et des fois, voilà, ça peut être gratuit, des fois ça peut être payant, ça dépend. Des fois ça peut être moins cher de l'emporter soi-même dans une laverie que de passer par le service de l'hôtel. Et maintenant que je voyage de manière minimaliste, et ben vu que je prends très peu d'affaires avec moi, j'ai à peu près 4 t-shirts, 4 slips, et ben du coup, je lave tout à la main au jour le jour. Alors quand c'est l'été, c'est cool, ou quand je vais dans des pays chauds, c'est cool parce que ça sèche assez vite, mais quand c'est l'hiver, ou quand je vais dans des pays où il fait un peu plus froid, la technique du radiateur, ça marche tout le temps. Voilà. Et puis quand j'ai des choses un petit peu plus compliquées à laver, que ce soit des jeans, des pantalons de sport, etc. Alors je l'ai déjà fait à la main, c'est pas toujours très facile, ça prend du temps à sécher, etc. Je me souviens notamment pendant la Turquie saison 1, quand je lavais mon jean avec mon petit bout de savon de Marseille. Enfin, c'était un peu galère de faire ça dans le lavabo de l'hôtel, mais du coup ce que je fais, c'est que souvent, quand j'ai vraiment un truc assez lourd, voilà, comme un pull, etc., je l'emmène aussi dans une petite laverie, mais pour tout le reste, les slips, les chaussettes, à la main, c'est rapide et ça sèche vite. Quand est-ce que tu viens en Malaisie? Nous dit Dragon. Désolé, des fois les pseudos Insta, faut pas m'en vouloir si je les prononce mal, mais ils sont pas toujours faciles. Hein. Je ne sais pas, c'est une très bonne question. C'est vrai que l'Asie, ça me tente beaucoup. Alors je l'ai déjà fait hors caméra en 2014. J'avais fait notamment pas mal de pays d'Asie du Sud-Est comme Thaïlande, le Cambodge, le Laos, etc. D'ailleurs, ce sont tous ces voyages que j'ai fait hors caméra. Alors j'avais une petite caméra que j'avais achetée en Australie en 2012 et j'ai filmé plein de voyages entre 2012 et 2016, juste avant que je commence ma chaîne YouTube. Justement, ce sont tous ces voyages que j'ai jamais partagés et que j'ai toujours sur un disque dur. J'ai plein de fichiers comme ça de l'Australie, de l'Asie, qui m'ont donné envie de partager mes aventures en vidéo. Mais pour la Malaisie, eh ben, je ne sais pas, mais ça me tente beaucoup. C'est un pays que j'ai pas fait. Donc, c'est pas dans mes projets 2022-2023. D'ailleurs, j'en parlerai à la fin de cette vidéo, puisque ce sera la dernière question, vous verrez. Quel a été ton premier voyage, nous dit Sarah. Alors, mon premier voyage, vrai premier voyage, c'était quand j'avais 12 ou 13 ans. J'étais parti en séjour linguistique en Irlande, mais mon vrai premier voyage en solitaire, c'était lorsque je suis parti en Chine en 2012. Alors en fait, à la base, je voulais aller en Australie, sauf que je savais que le vol était hyper long parce que je l'avais déjà fait une première fois et je voulais pas en fait refaire un deuxième long courrier comme ça pour aller en Australie parce que c'était trop compliqué, trop long, trop loin. Et j'avais la chance à ce moment-là d'avoir un ami qui vivait en Chine, qui faisait un échange universitaire et qui m'avait dit Ben, passe en Chine, ça me ferait plaisir et comme ça je te fais visiter un petit peu Pékin. Alors lui était dans une ville à côté qui s'appelait Suzhou, c'était une ville universitaire et le truc c'est que j'y suis parti, je suis resté 3 semaines et quand lui était en cours, je vadrouillais tout seul dans les rues de Shanghai et puis il m'avait donné aussi plein de tuyaux pour aller à Pékin et donc j'étais parti à Pékin tout seul, j'avais pris un train de nuit, un train couchette, c'était vraiment une expérience incroyable et c'est ce qui m'a donné justement le goût du voyage en solitaire. C'était cette première expérience en Chine, vraiment dans une culture qui est à l'opposé de la nôtre, qui m'a donné en fait envie de continuer à voyager en solitaire. Puis après, il y a eu le voyage en Australie, etc. Et puis après, voilà, j'ai rajouté une corde à mon arc avec la vidéo. Ensuite, on a Akram qui nous dit « Quel est le pays qui t'a procuré le plus d'émotions ?» Alors, waouh! Au même titre que quel est le meilleur pays au monde selon toi ou quel est le meilleur pays dans lequel t'as voyagé, c'est une question auquel je peux pas répondre pour la simple et bonne raison que en fait j'ai vécu vraiment des émotions partout, que ce soit au Guatemala, au Mexique, en Thaïlande, en Australie, en Algérie, en Tunisie. J'ai vraiment vécu de très
très bons moments, il y a eu des moments très forts et donc du coup c'est dur de dire juste le pays qui m'a procuré le plus d'émotions, même si je sais que parmi vous il y en a beaucoup qui aimeraient que je dise c'est l'Algérie. Mais voilà, il y a plein de bons souvenirs partout et comme je dis toujours, voilà, c'est la question suivante que Johan m'a posée: quelle est ta plus belle destination de voyage? C'est une question auquel je ne peux pas répondre encore une fois, pour la simple et bonne raison que en fait j'ai vraiment de très bons souvenirs partout et comme je dis toujours, chaque pays est unique. Chaque pays est unique de par sa culture, de par ses paysages, de par ses habitants et chaque pays en fait m'a apporté quelque chose. J'ai découvert vraiment plein de choses dans chaque pays, j'ai appris plein de choses dans chaque pays qui font qu'en fait toutes ces expériences sont uniques et que je peux pas dire quel a été le meilleur pays, le meilleur voyage, les meilleures émotions, c'est trop compliqué. Je voudrais savoir, nous dit Hiram, si tu vas tenter un format de je dors chez l'habitant et si oui, où? Alors, on me dit souvent que mes vidéos ressemblent à Antoine de Maximi, donc de l'émission J'irai dormir chez vous, et c'est vrai que la comparaison est assez flatteuse et je vous en remercie pour ceux à chaque fois qui me disent ça parce que je trouve ça cool. Ma foi, mes vidéos n'ont pas pour but forcément d'aller dormir chez l'habitant. C'est-à-dire que moi je n'ai pas un concept de télévision avec une équipe, voilà, qui m'encadre, qui font mes montages vidéo, non, tout est fait maison. Je filme, je tourne, je monte, je poste, je fais tout de A à Z. Et mon but ce n'est pas forcément d'aller dormir chez les gens, voilà. J'ai pas un concept d'émission, moi je fais de l'exploration et de la découverte. Vraiment mon but c'est d'aller dans un pays, de découvrir une nouvelle culture, que ce soit par ses habitants, par sa nourriture, par ses paysages, etc. Voilà, tout ce qui fait la beauté et le charme du voyage. Donc je n'ai pas ce but précis forcément d'aller dormir chez des gens. Je l'ai déjà fait énormément de fois, que ce soit avant les vidéos sur YouTube, quand je vivais en Australie, il y a des gens qui me disaient mais attends, viens dormir chez moi, ouais ok ça marche, nanana. Même quand j'étais en Colombie en 2015, etc. je rencontre des gens, je sympathise, viens manger chez nous, viens dormir chez nous, etc. Je l'ai fait quand j'étais aussi au Belize. Si vous avez suivi les aventures au Belize, j'avais rencontré une famille bélizienne très gentille qui m'avait invité à manger chez eux et ensuite d'une invitation à manger chez eux c'est reste dormir à la maison. Je l'ai fait aussi notamment durant l'Algérie saison 1 quand j'avais été invité à dormir chez Karim, mais voilà, je ne suis pas j'irai dormir chez vous, donc mon but c'est pas de me balader dans la rue et d'aller demander aux gens si je peux dormir chez eux. Si ça se fait de manière naturelle et spontanée, mais c'est pas moi qui vais aller demander si je peux dormir chez eux. En revanche, c'est quelque chose que je faisais souvent, c'est-à-dire que parfois, au lieu d'aller dormir dans des auberges de jeunesse, j'alternais avec le Couchsurfing. Donc pour ceux qui connaissent pas Couchsurfing, c'est une application pour dormir justement chez l'habitant et c'est une application que j'ai souvent utilisée durant mes précédents voyages. J'ai notamment dormi chez des Brésiliens, chez des Argentins, donc c'est quelque chose que j'ai régulièrement utilisé et c'est très pratique parce que ça vous permet justement de rencontrer de nouvelles personnes, d'être initié à une culture locale, de parler la langue. Moi ça me permettait de pratiquer mon espagnol chez des Argentins, c'était vraiment très cool. Et puis il y a aussi le côté économique forcément quand vous êtes chez quelqu'un, mais c'est quelque chose que je fais un petit peu moins maintenant pour la simple et bonne raison que comme je fais une vidéo par jour en quasi direct, le soir il faut que je sois focalisé sur mes montages vidéo et je me sentirais mal à l'aise en fait d'aller dormir chez quelqu'un et le soir de pas avoir ce côté sociable et de dire non excuse-moi ce soir je peux pas être avec toi parce que je fais mon montage vidéo. Voilà, moi quand je vais dormir chez quelqu'un c'est pour être avec cette personne ou ces personnes et c'est pas pour dire non moi je veux rester dans mon coin, c'est pas le but justement du voyage. Donc c'est pour ça que je le fais un petit peu de moins en moins le Couchsurfing, même si j'aime toujours autant ça parce que je trouve que c'est vraiment une bonne expérience d'aller dormir chez des locaux. Ensuite Maxime Reiner Portugal que j'ai fait il y a pas très longtemps. D'ailleurs vous pouvez retrouver toutes mes aventures précédentes dans l'onglet playlist de ma chaîne YouTube, l'aventure en Portugal, Turquie saison 1, Turquie saison 2, Algérie saison 1, Algérie saison 2, Tunisie, Amérique latine, etc. qui me dit quel voyage t'as le plus surpris. Voilà, c'est une question aussi qui revient souvent. Comme j'y ai répondu tout à l'heure, en fait chaque voyage est unique. Par contre je peux te répondre quelque chose à l'inverse, ce n'est pas le voyage qui m'a le plus surpris on va dire positivement, mais qui m'a le plus surpris on va dire entre guillemets, alors pas négativement mais qui m'a le plus déçu j'irais, et je pense notamment aux États-Unis, ma première fois aux États-Unis parce que j'y suis allé 2 fois. Moi j'avais un peu le American Dream comme beaucoup de personnes, c'est-à-dire que je voyais des séries à la télévision, des films américains et tout ça, ça me donnait envie. J'avais envie de passer la période des fêtes de fin d'année, notamment les fêtes de Noël aux États-Unis, de voir un peu le nouvel an aux États-Unis, etc. Et j'y suis allé, je l'ai fait, je suis resté à New York et en fait
ça m'a beaucoup déçu parce que je pense que j'avais trop d'attentes. Et pareil, toutes les destinations que j'ai fait après New York comme Miami, Los Angeles, San Francisco, etc. Ça m'a un peu déçu parce que j'avais certainement placé trop d'attentes. Et quand vous imaginez quelque chose depuis longtemps que vous avez envie de faire et que c'est pas à la hauteur de ce que vous aviez imaginé ou de ce que vous avez pu voir dans les séries, dans les films, vous êtes forcément toujours un peu déçu. C'est pour ça que je dis finalement, un peu comme l'Algérie récemment, ou bien comme l'Albanie, ou bien comme le Qatar, voilà, c'est des pays pour lesquels je n'avais aucune attente. Aucune attente. Forcément, quand vous avez aucune attente d'un endroit, c'est là où vous êtes toujours le moins déçu. À l'inverse, les destinations dont je n'avais jamais entendu parler aux États-Unis, par exemple le Colorado, voilà, on entend souvent des gens qui vous disent ouais, moi je suis allé à New York, je suis allé à Los Angeles, je suis allé à Miami, mais j'ai rarement entendu des personnes dire mais je suis allé dans le Colorado moi, ou je suis allé dans le Montana. Et ben voilà, ce sont ces états en fait peu connus ou méconnus du grand public qui m'ont le plus surpris, que j'ai vraiment le plus kiffé aux États-Unis, bien loin en fait de toutes les villes que j'avais toujours entendu parler et qui m'ont déçu. Voilà, ce sont ces états-là que j'ai vraiment apprécié. Je pense notamment à Denver dans le Colorado, c'était vraiment sympa, mais enfin le Colorado c'est très grand, c'est très nature, c'est très joli. Le Montana c'est magnifique. On appelle ça d'ailleurs The Big Sky State, c'est-à-dire que dans le Montana, vous êtes entouré de montagnes et si vous levez durant la nuit votre tête comme ça vers le haut, vous regardez et là, waouh, c'est le cinéma à ciel ouvert, c'est-à-dire que vous voyez plein d'étoiles, c'est magnifique. Ensuite, on a Adam qui nous dit Ben, salut, est-ce qu'il y aura une saison 2 pour la Tunisie? Alors ça, j'y ai déjà répondu aussi plein de fois, mais je le redis, oui, il y aura une saison 2 pour la Tunisie, mais quand? Je ne sais pas, mais j'ai très envie de retourner en Tunisie pour terminer aussi ce que j'ai commencé il y a quelques mois. Ensuite, on a Nadia qui nous dit est-ce que tu te renseignes sur le pays avant d'y aller? Histoire, culture, économie ou en dilettante? Alors moi, je suis le voyageur le plus à l'arrache au monde, c'est-à-dire que quand je vais dans un pays, je me renseigne très peu, voire pas du tout en fait avant. Je me renseigne quand j'arrive sur place directement, via des blogs, via de belles vidéos YouTube aussi, voilà, un petit peu toutes les sources que je peux trouver. Donc je vais sur Google et je marque par exemple, clac clac clac, que faire au Qatar. Et là, oh ouais ok, ça c'est sympa, ah ouais, que faire à Doha, etc. Ou même maintenant grâce aux réseaux sociaux et grâce à cette belle communauté que j'ai, et je vous en remercie, souvent je mets des petits messages sur Insta, je dis bah voilà, tiens, je suis à Doha, est-ce qu'il y en a parmi vous qui y sont déjà allés? Est-ce que vous avez des endroits sympas à me conseiller, à voir, à faire, des choses à tester, etc. Et souvent c'est grâce à vous, vous êtes vraiment, comme je dis toujours, une mine d'or et je vous en remercie vraiment. Des fois je récupère de très bons conseils, je faisais ça notamment pour l'Algérie, bah voilà, tiens, je suis à Constantine, est-ce que vous avez des endroits à me conseiller, etc. Et sinon, le reste, tout se fait sur le tas vraiment. Quand je dis que rien n'est prévu, tout peut arriver, c'est ça, c'est-à-dire que des fois je me dis bah tiens, je suis dans tel endroit, j'ai vu que ça avait l'air sympa, je vais aller visiter ça. Mais si jamais je rencontre quelqu'un et qu'il se passe autre chose, ça peut changer vraiment le cours de la journée et c'est ça que je kiffe aussi en voyage, c'est laisser vraiment l'impro parler quoi. Après notamment il y a des destinations phares où tu sais que forcément si tu y vas, tu vas faire cette activité là. Je pense notamment à Rio de Janeiro. Je savais qu'à Rio je voulais absolument visiter l'une des 7 nouvelles merveilles au monde, à savoir le Christ Rédempteur. Quand je suis allé au Mexique, je savais que je voulais faire la pyramide du Kukulkan, donc la cité du Chichen Itza, donc qui est pareil, qui fait partie des 7 nouvelles merveilles au monde. Donc ça forcément je savais déjà avant de partir dans ces pays là que j'allais faire ces activités, mais pour le reste non, c'est vraiment toujours à l'impro, à l'arrache, sur le tas, sur le fil. Et comme je dis toujours, le voyage c'est pas fait pour se presser, si j'ai pas le temps de tout faire, et ben c'est pas grave, ce sera une opportunité pour revenir. Ensuite on a Rome qui nous dit je vais prendre une année pour voyager, j'aimerais bien me lancer dans le blog travel. Alors on fait la différence effectivement entre le blog et le vlog. Donc le blog c'est le blogging, hein, on a un site, un blog et on donne des bons tuyaux, etc. Et puis on a le vlog, ce que je fais moi, c'est-à-dire je filme mes aventures, je vous donne mes meilleurs conseils, mes rencontres. Mais d'ailleurs c'est vrai qu'on appelle ça vlog, c'est la contraction de vidéo blogging, mais moi on appelle souvent ça des reportages. Les gens quand ils me disent ah j'ai vu tes vidéos, ils sont bien tes reportages, c'est vrai que je trouve que ça fait plus sympa de dire des reportages que des vlogs, parce qu'on a l'impression que vlog c'est toujours justement la petite créatrice de contenu des 18-19 ans qui va nous montrer ses petites vacances sympas, Palma de Majorque. Alors que moi c'est vrai que j'aime bien aller au contact des gens, etc. Et donc du coup ça fait peut-être un peu plus reportage effectivement. Ma foi, pour les tips, puisque tu m'as demandé des conseils, bah juste te prends pas la tête en fait, fais ce que t'aimes. Déjà va là où tu as envie d'aller, si c'est l'Amérique latine qui te fait rêver, bah va en Amérique latine, et puis ensuite bah, dès que tu repères des bons tuyaux, des bons conseils, bah tu peux faire des articles, essaye d'être régulier aussi, c'est important la régularité, voilà, de mettre les 10 plus belles choses à faire si vous allez à Lima au Pérou, ou les 3 meilleurs spots pour manger à moins de 5 € à Lima au Pérou. Ça peut être des articles sympas, et voilà. Donc je pense que déjà, faire ce que
t'aimes, c'est le meilleur des conseils, et la régularité. Mais ça c'est comme dans tout. Et puis surtout, te mets pas des objectifs trop en mode du style je veux que mon blog il soit lu par 100 000 personnes dès la première année. Non, te focalise pas sur ça. Déjà, fais ce que t'aimes, et puis ensuite tu peux aussi en parler autour de toi. Quand il y a des gens qui disent ah t'es déjà allé au Pérou? Ouais, j'ai un blog, bimamou, et ça tu peux le montrer. Voilà, le bouche à oreille ça marche aussi très bien. Ensuite, on a Benz Sari qui nous dit quel est le pays qui t'a coûté le plus cher côté finance? Waouh, c'est une question assez compliquée parce qu'en fait, comme je dis toujours, je note pas mes dépenses. Par contre, vous avez remarqué que dans chaque voyage, j'accorde beaucoup d'importance à chaque fois à vous donner les tarifs, que ce soit des nuits d'hôtel, que ce soit des activités que je fais, comme ça vous permet de vous donner un ordre d'idée dans chaque pays de combien ça peut nous coûter une nuit d'hôtel en Turquie, en Algérie, aux États-Unis. Donc j'ai toujours fait ça, même dans mes précédents voyages, hein. Je disais bah voilà, je suis en auberge de jeunesse, ça me coûte 5 € la nuit avec petit déjeuner, mais je partage ma chambre avec 10 personnes, etc. Vous pouvez regarder ça hein, dans les saisons Mexique ou bien Brésil, etc. Mais je pense que les pays qui m'ont coûté le plus cher en vérité, c'est les pays qui, on va dire, sont entre guillemets du même standing que la France. C'est-à-dire quand je dis standing, c'est-à-dire que les revenus sont plus ou moins équivalents. Donc je pense notamment en tête tout de suite aux États-Unis, voilà. Contrairement bien évidemment à des voyages en Asie du Sud-Est, aux États-Unis, si vous prenez une street food, même dans un food truck, ça va vous coûter, allez, et je suis sympa, entre 6 et 10 $, tandis que vous pouvez très bien manger une street food en Thaïlande pour à peine 1 € quoi. Et pareil pour les nuits d'auberge de jeunesse aux États-Unis, ça va vous coûter peut-être 25-35 € grosso modo par nuit pour quelque chose de correct, tandis que si vous allez en Amérique latine, vous pourrez dormir dans une auberge de jeunesse pour quoi? Allez, entre 5 et 10 €. Même d'ailleurs, je me souviens, la nuit la moins chère que j'ai payée dans ma vie, c'était au Cambodge, dans une auberge. Ça m'avait coûté 1 $. Et je dis pas 1 €, c'était 1 $. Donc forcément, tous ces pays-là, si je prends aussi les pays scandinaves, Suède, Norvège, alors je les ai pas encore fait, mais je sais que forcément, côté finance, ce seront des pays qui coûteront plus cher que de voyager au Maghreb, en Amérique latine, ou grâce à l'euro, forcément, encore une fois, je le répète, on a beaucoup de chance, ça nous revient beaucoup moins cher, hein. Une petite nuit d'hôtel à 10 €, un petit déjeuner à 2-3 €, c'est très abordable. Ensuite, waouh, là c'est les questions un peu plus personnelles. On a Siro qui nous dit, tu fais quelle taille? Alors, on va dire, officiellement 1m79, officieusement 1m80. Je trouve que ça fait plus classe de dire 1m80, voilà, c'est rond, c'est carré, c'est net, de toute façon avec les chaussures ça le fait, 1m80, 1m80, voilà. Et ensuite on a Sylviane qui nous dit coucou Ben, tout d'abord je tiens à te remercier pour le contenu de tes vidéos, merci énormément. Et ma question qui va être un peu bateau, il n'y a pas de question bateau, toutes les questions sont bonnes. Tu es de quel signe astrologique? Alors je suis Lion. Par contre la deuxième question je peux pas répondre, je suis désolé. Quel ascendant? J'en sais rien, je me suis jamais vraiment intéressé à l'astrologie pour être franc, j'en suis désolé. Ensuite on a Ryan qui nous dit voyager autant, ça ne te fatigue pas mentalement? En fait non, ça me fatigue pas voyager, au contraire, je kiffe ça, puis j'ai ces moments où je reviens justement, où ça me permet de faire un break pour mieux repartir, comme je dis toujours. En fait, ce qui me fatigue le plus, je vais pas te mentir, c'est quand je fais une vidéo par jour en quasi direct. C'est-à-dire que filmer, j'adore ça, et ça va, c'est pas ce qui est le plus fatigant. Sortir le drone, c'est même kiffant pour faire des petites vidéos, etc. Par contre, c'est les montages le soir. Quand t'as fait une bonne journée d'exploration, tu t'es levé assez tôt, et que tu rentres dans ta chambre d'hôtel, il est 8 h, et que tu fais du montage jusqu'à 3 h du matin, et ben je peux te dire que quand tu fais ça dans un rythme soutenu pendant 2 mois, c'est vraiment très fatigant. C'est un vrai plaisir de pouvoir partager en quasi direct, mais c'est très fatigant. Et il y en a beaucoup à chaque fois qui me disent mais Ben, pourquoi tu ne demandes pas à quelqu'un de monter tes vidéos à ta place? Alors je le fais pas pour 2 raisons. Alors oui, c'est une question qu'on m'a pas posé là dans la FAQ mais qu'on m'a souvent posé, mais justement je vais y répondre parce que c'est vrai que c'est très fatigant hein, quand tu voyages de faire une vidéo par jour. Pourquoi je fais pas faire mes montages par quelqu'un d'autre? Pour 2 raisons. La première elle est financière. Quand tu fais une vidéo par jour pendant 2 mois, donc faut pouvoir rémunérer quelqu'un à hauteur de 50-60 vidéos, ce qui est pas toujours facile, donc il y a le côté financier. La deuxième raison, qui connaît mieux la journée que moi?
la journée que j'ai vécue et peut-être des choses que je veux pas mettre parce que je trouve pas ça pertinent, je trouve que ça n'apporte rien à la vidéo, donc des choses que j'ai pas forcément envie de mettre, ou des choses que j'ai envie de mettre, ou peut-être ça peut m'arriver de filmer un truc avant un autre et changer un petit peu l'ordre, même si je suis un fil conducteur d'une journée. Et puis aussi une raison, voilà une troisième raison qui vient s'ajouter à ça, et je pense que c'est aussi la plus importante, c'est les connexions dans les pays. Il faut savoir que je n'ai pas toujours une très bonne connexion partout où je vais, et donc envoyer 1h30 de rush, voilà, de vidéos non montées, donc vraiment des rushs, 1h30 comme ça, de séquences à quelqu'un par WeTransfer ou ce que tu veux, qui est peu importe où la personne travaille, hein, si elle travaille pas forcément en France, hein, il y a des monteurs partout dans le monde, c'est pas facile. Voilà, quand les connexions sont pas bonnes, déjà moi je galère à poster mes vidéos qui font 30-40 minutes, alors si en plus je dois envoyer 1h30 de rush à quelqu'un tous les jours, pendant 2 mois de voyage, voilà, c'est très très compliqué. Donc non, ça ne me fatigue pas mentalement, mais parfois c'est vraiment le montage qui peut m'apporter cette fatigue physique supplémentaire. Ensuite, on a Issia qui nous dit quel est le voyage qui t'a coûté le moins cher? Dans quel pays as-tu dépensé le moins? Waouh! C'est très dur comme ça de dire dans quel pays j'ai dépensé le moins parce que je compte pas mes dépenses en fait. Je vous donne les prix dans chaque pays. Il y a que quand je fais les vidéos bilan budget, je regarde un peu mon compte, je regarde un peu tout ce que j'ai sorti, tout ce que j'ai payé avec ma carte bancaire de voyage, tout ce que j'ai retiré, etc. C'est comme ça que je peux faire plus ou moins des vidéos approximatif de budget, mais en vérité je sais pas. Là comme ça de tête je te dirais l'Algérie parce que j'ai reçu plein d'invitations chaque fois, ou quand j'étais dans un restaurant, quelqu'un qui me tapotait, qui me disait c'est bon, l'addition elle est réglée. On aura toujours une partie de personnes qui regardent la vidéo qui diront mais Ben franchement t'abuses, tu pourrais payer. Mais attends, il faut savoir un truc, c'est qu'en Algérie, le visiteur c'est l'invité et t'es obligé de te battre avec les gens, il faut comprendre ça. C'est que parfois c'était pas possible, ça entraînait vraiment des bagarres. Les Algériens s'il vous plaît, dites-le en commentaire. Ça entraînait des fois, je vous promets, des situations de, bon je rigole, hein, on n'en vient pas au point, mais de non c'est bon, c'est pour moi, non mais je vous dis que c'est bon, non mais c'est bon, je me fâche, non mais c'est, voilà. Et c'est souvent comme ça, donc il faut utiliser en fait des techniques de ruse pour payer en Algérie, c'est-à-dire tu fais semblant que tu vas aux toilettes, tu dis rien, tu règles. Et quand la personne elle va pour régler, donc ça je le faisais après quand j'avais compris la technique, mais il faut savoir que quand même les gens qui pensent que j'ai rien dépensé en Algérie, c'est faux. C'est juste que déjà j'ai pas dépensé énormément parce que forcément grâce à l'euro on est avantagé, donc forcément quand tu payes un hôtel 10-15 euros avec petit déjeuner c'est pas excessif, quand tu payes ton transport 2-3 euros pour voyager de ville en ville, c'est pas excessif. J'ai essayé de payer le plus possible, j'ai reçu beaucoup d'invitations, donc parfois c'était assez compliqué, mais moi je viens pas dans un pays pour pas dépenser. Et je montre justement des voyages accessibles à tous, des voyages que vous pourrez refaire par la suite, mais c'est vrai que l'Algérie, j'ai reçu beaucoup d'invitations et j'en remercie d'ailleurs encore une fois toutes ces personnes qui m'ont proposé. D'ailleurs j'ai dû refuser plein d'invitations parce que je pouvais pas tout faire malheureusement, je pouvais pas dire oui à chaque invitation, etc. Mais après il y a plein de voyages qui m'ont pas coûté excessivement cher, hein. Si on enlève les billets d'avion, je pense notamment aux pays d'Asie du Sud-Est, hein, Thaïlande, Vietnam, Laos, tu peux manger pour 1 euro, tu peux dormir pour 5 euros, l'Amérique latine pareil dans certains pays, donc à la fin quand tu fais le bilan sur 30 jours de voyage, t'as pas dépensé énormément si tu fais pas de grosses activités, hein. Bien évidemment que si tu fais un saut en parachute, ça va te demander un peu de budget, mais si tu fais pas des activités qui demandent un gros budget et que tu voyages économiquement, tu peux même faire de l'autostop pour voyager de ville en ville, ou tu peux prendre des bus, ou même maintenant il y a des solutions qui existent dans chaque pays comme Blablacar, faire du covoiturage, etc. Tu peux t'en sortir vraiment pour pas très cher quoi. Et tu craqueras pas ton budget voyage. Ensuite, on a Nabilad qui nous dit « Qu'utilises-tu comme smartphone pour tes photos vidéo ?» Alors, j'utilise à l'heure actuelle un iPhone 13 mini. Avant, j'avais un iPhone XS. Il était trop grand. J'aimais pas trop, voilà, quand je le mettais dans la poche, etc. Du coup, là, j'ai pris une version mini de l'iPhone 13 il y a à peu près 1 an et demi, quelque chose comme ça. Et ça me convient très bien. Et je trouve que pour un iPhone mini, la qualité photo-vidéo est vraiment excellente et c'est avec ça que je fais mes petites vidéos, mes petites photos que je poste sur Insta, voilà, les formats verticaux, bah, je fais tout avec ça, les stories, etc. Donc voilà, à l'heure actuelle, ça me convient très bien et c'est petit, c'est discret, j'aime beaucoup. Ensuite, on a Ouzan qui nous dit « Salut Ben, ton voyage au Qatar, parle-nous du budget, activité. » Alors, voyage au Qatar, j'en parlerai pas du tout parce que j'ai reçu tellement de questions sur le voyage au Qatar que j'ai décidé comme ça, sur un coup de tête, c'est vrai. Je pensais en parler dans cette vidéo, mais j'ai reçu trop de questions. Je me suis dit, si j'en parle, ça va prendre une place trop importante dans cette FAQ.
Donc j'en parlerai dans une autre FAQ que je ferai spécialement sur le Qatar. Restez bien connectés, activez la cloche, hein, comme ça au moins vous serez informés quand elle sortira. Ensuite on a Ilstel qui nous dit: est-ce que tu prévois d'aller au Sri Lanka? C'était prévu malheureusement, mais à cause de la pandémie ça a été annulé. Ouais, c'était prévu sur 2020, été 2020, mais voilà, j'en reviens, c'était exceptionnel. J'aimerais beaucoup aller au Sri Lanka, ça devait se faire, mais comme on dit, tout est fait pour une raison. Ce sera l'opportunité d'y retourner une prochaine fois. Ensuite, on va en venir à une question qu'on m'a beaucoup posée sur la sécurité pour vous, mesdames, mesdemoiselles, parce que c'est une question qui est souvent revenue. Alors j'en avais répondu dans une FAQ précédente, on me demandait souvent: Ben, est-ce que tu penses qu'une fille peut refaire les mêmes voyages que toi? Alors là, j'ai la question de Myriam qui nous dit: Ben, est-ce que l'Albanie est un pays safe en général pour une femme seule? Je vais te répondre tout de suite.